Voilà, on se retrouve pour la fin de ce tie-break. Et c'est... je pense que c'était Christina Bauer qui était au service. Oui, c'était Christina Bauer. C'est bien joué de la part du Canet qui revient à 8 partout. Christina Bauer qui ressort, hein, qui est un petit peu en difficulté physiquement dans cette fin de match. Mais Cannes qui a un petit avantage. Et Samara Rodriguez, un autre filet, qui trouve la boîte aux lettres. Score de 9-8 pour Cannes. Service Adela Illich. Il me semble, je dis pas de bêtises. Non, c'était Noémie Signoret, je me trompe à chaque fois. L'attaque du Canet qui marque, 9 partout. On a réussi à réparer le tableau des scores. Un peu bizarre ce panneau, il y a souvent des bugs. 9 partout. Service pour le Canet. C'est bien servi, bien tenu par Liena Ronkovic. En bout de filet pour Adela Illich qui ne marque pas. La contre-attaque du Canet, il n'y en aura pas. Bien joué pour faire repasser le ballon. Kalka pour reconstruire après cette attaque bloquée. La petite feinte de Adela Illich qui ne marque pas. C'est freiné par le bloc. Ramené, la passe en manchette. La diagonale de Adela Illich qui est parfaite. Mais l'arbitre qui en a décidé autrement, qui donne cette balle faute. Alors je vais vous le dire tout de suite, cette balle est entièrement à l'intérieur du terrain. C'est un scandale. Comment à 9 partout dans le tie-break peut-on faire une telle erreur? C'est absolument incroyable. C'est une décision invraisemblable de la part de l'arbitre qui est complètement à la ramasse sur cette action, sur ce point. Comment peut-on donner cette balle faute? Je vous l'assure, cette balle est complètement à l'intérieur du terrain. Il n'y a même pas un bout de ballon dehors, c'est pas possible. À moins d'être aveugle, de ne pas voir que ce ballon était bon. C'est incroyable. Évidemment, pas de vidéo check, parce qu'il ne faudrait pas qu'on corrige l'erreur de l'arbitre, évidemment. Hein. Alors qu'au Palais des Victoires, vous le savez, hein, il est disponible le vidéo check. Hein. On peut faire appel à la vidéo. Ah, c'est absolument scandaleux à 9 partout dans le tie-break de faire ce genre d'erreur. Je veux bien que les arbitres soient fatigués, mais là quand même, faut pas déconner, c'est n'importe quoi. C'est absolument scandaleux. L'arbitre est à 2 mètres hein, de l'action, le juge de ligne aussi. Ok, à moins de le faire exprès, je vois pas comment on peut donner cette balle faute. Du coup, le Canet qui se sert. Et cette fois, ça va marquer, portée de balle du Canet, 10 partout. Samara Rodriguez qui va servir. Espérons que cela amène un sentiment de révolte chez les Canoises. Samara Rodriguez qui sert, c'est bien servi, c'est tenu, l'attaque est bloquée. Et là encore, l'arbitre va donner cette balle faute, alors que j'ai revu l'image, j'ai quand même sérieusement l'impression que la balle attrape un bout de ligne. Je suis assez sûr de moi. Donc encore une fois, un point qui aurait dû revenir au Canoise, ça fait beaucoup, ça fait 2 de suite. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. 11-10 pour le Canet en tout cas, qui sert dehors. Heureusement, 11 partout. Maintenant, c'est le money time, c'est le moment de remettre Christina Bauer, je suppose. Voilà, c'est ce qui a été fait pour aller essayer de bloquer. Service de Myriam Kloster avec beaucoup d'effets. On va les mettre en difficulté en réception, c'est l'objectif, c'est plutôt bien tenu. La passe d'Eva Mori pour son attaquant, que c'est bien défendu par Adela Illich. Le Canet qui envoie la balle dehors. Point important, 12-11 pour les Canoises. C'est pas une attaque, c'est une espèce d'attaque que vous essayez de lober la défense, mais là c'est trop long. 12-11 pour Cannes, du coup.
Le coach du Canet demande un temps mort. Assez logique. Mais Cannes qui a été vraiment là, qui est en train de faire, qui a fait un très bon point là, et c'est important 11 partout de faire la différence avec un bon point comme ça. L'attaque était difficile, hein, de lober comme ça sans élan la défense, et c'est sorti assez nettement. Donc voilà, 12-11, c'est je vous le signale, je sais pas si tu l'ai dit, qu'en gagnant ce match, que ce soit au tie-break, voilà, ça peut être qu'au tie-break, Cannes assurait définitivement cette deuxième place. Je sais pas si je l'ai dit. Donc c'est important de gagner ce tie-break, sinon il restait un petit espoir pour le Canet, même si Cannes allait de toute façon très probablement finir deuxième. Là le Canet qui attaque et qui se fait bloquer, voilà. Parce que quand Christina Bauer a décidé qu'il fallait gagner le match, et ben elle fait gagner le match, voilà, un beau bloc. Je pense que c'est elle qui bloque, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est elle qui bloque. Voilà, pour mener 13-11, c'est très important. Miriam Kloster qui enchaîne avec un troisième service du coup. Toujours Florent, c'est toujours bien servi, c'est toujours en difficulté, c'est défendu. Et ça va marquer pour les Canoises, désolé j'ai pas très bien filmé, mais ça marque pour les Canoises. Block out, 14-11, deuxième temps pour le Canet qui va devoir faire face à 3 balles de match. Logique sur cette fin de tie-break, les Canoises ont imposé leur puissance et font la décision pour l'instant, 3 balles de match. Toujours au service Miriam Kloster à venir. On continue de faire le ménage sur le terrain, je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. Cannes qui est en position de gagner ce match et donc d'assurer cette deuxième place. Alors on attend le signal de l'arbitre pour se remettre en place. On voit Samara Rodriguez, Liliana Rankovic, Adela Ilic, Christina Bauer et Noémie Signorile. Et Miriam Kloster au service, c'est pas mal, c'est bien tenu. C'est attaqué, c'est tenu, peut-être pour finir pour les Canoises. Mais la manchette de Noémie Signorile est ratée. Et sa défense ne suffira pas sur la basket du Canet. Voilà, c'est un score de 14-12. Deuxième balle de match pour les Canoises. Et un changement, on grandit le bloc évidemment côté Canetan. Service matché flottant, hein, comme souvent. Bien tenu par Luna Carocci. La diagonale de Christina Bauer s'est tenue, c'est encore défendu par le Canet. Nouvelle chance. Christina Bauer qui retourne et qui cette fois ne laisse pas passer l'occasion. 15-12. Les Canoises remportent cette rencontre. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà donc une victoire du RC Cannes, 3-7-2, 25-23, 20-25, 25-15, 23-25, 15-12. Les Canoises qui ont, on va dire, alterné le bon, le très bon et le très moyen, très honnêtement, surtout dans la deuxième manche. La troisième manche, un petit passage à vide qui aura coûté le 7. Mais la deuxième manche était, je trouve, d'une qualité de jeu assez moyenne. Mais sinon, les 3 sets qu'elles ont gagnés, et notamment la fin du tie-break, elles ont joué à un très très haut niveau. Et c'est ce niveau-là qu'elles devront reproduire pour être championnes de France. Ça, c'est assez clair. Que dire de plus sinon que les Canoises ont toutes très bien joué. Voilà. On a vraiment une équipe jeune. Qui joue très très bien au volley. On a des enchaînements qui sont intéressants. On a vu un match vraiment, vraiment passionnant. Le Canet qui était pourtant privé, on va le voir,
dans l'analyse des performances individuelles de Amandine Giardino, sa libérale titulaire, qui a pourtant fait un très bon match, qui aurait pu espérer mieux peut-être, mais qui a dû finalement s'incliner. Voilà, le Canet qui a un peu craqué en fin de match, mais je trouve surtout que c'est les Canoises qui ont très bien joué à la fin du tie-break. Il faut reconnaître la réalité. Cannes qui est passé à côté de sa deuxième manche, mais qui sinon dans l'ensemble a fait un très bon match quand même. Voilà, que dire de plus, sinon qu'on va passer tout de suite à l'analyse de la feuille de stats de ce match contre le Canet. J'enchaînerai ensuite avec la feuille de stats du match contre Nantes. Donc voilà, vous voyez comme moi, donc on voit que Myriam Closter a réussi 11 points, dont un ace, une seule erreur au service. Voilà, un différentiel de plus 7 qui est très intéressant. Donc très bon match de Myriam Closter. Elena Cazot qui fait 20 points quand même sur ce match, mais 4 services fautes, c'est un peu beaucoup. Vous voyez également les stats de réception d'Elena Cazot, 70% c'est pas mal, 25% de réception parfaite, elle peut faire mieux je pense. Voilà, 70% c'est pas mal. Ensuite Noémie Signorier, 11 services, aucune erreur au service, donc ça c'est très bien. On a un différentiel de plus 1 qui est, à partir du moment où pour la passeuse le différentiel est positif, c'est qu'elle a fait un bon match. Donc voilà, Julia Zorowska, vous voyez qu'elle est juste rentrée pour servir. Donc voilà, on a 4 services, 2 aces, donc c'est très bon, un différentiel de plus 1. Birgard Rodriguez de Almeida Samara, qui est rentré pour les 3 dernières manches et qui a un total de 4 points, mais qui n'a pas trop joué en attaque. On a quand même une erreur, mais ses autres services étaient bons, bien gêné la réception. Plutôt un bon match de sa part. 57% en réception par contre, ça c'est pas terrible. Faut bien l'admettre, 57%, 29% de réception parfaite. Ça va pas, 57% à l'attaque. Vous voyez aussi, oui, il faut analyser aussi le pourcentage d'attaque. Myriam Closter à 23%, c'est pas terrible. Mais disons qu'elle a compensé par deux blocs déjà. Et aussi par... voilà, elle a fait vraiment un match plus que correct, même si elle a que 23% en pourcentage d'attaque. Par contre, pour Elena Cazot, c'est un peu plus 40% pour une réceptionneuse attaquante. C'est moyen, très moyen, il faut bien le dire, même si elle fait 20 points. Hein. Elle fait 20 points. Il y a 3 erreurs d'attaque, 8 blocs, ça c'est pas mal. Les attaques, elles sont où? Je suis un peu perdu pour voir. Les attaques. On a 8 attaques si je me trompe pas. Non, 8 blocs. Je vois pas bien comment c'est organisé, désolé. Mais voilà, elle fait plutôt un bon match. Rodriguez de Almeida Samara, donc qui fait 57% d'attaque pour son poste, c'est plus que décent, très honnêtement. Ensuite, Birgard Madsen n'a pas joué. Luna Carocci, oui, je voulais revenir sur son match. On a un différentiel de -5. Ça commence à pas être terrible, même pour une libéro. Voilà, on a 48% en réception. C'est pas terrible. 5 erreurs, c'est beaucoup. Elle fait un match, je trouve, assez moyen. Bon, sans être catastrophique. Voilà, hein, c'est pas du niveau de Jolie Ruddini l'année dernière.
on va être honnête. Elle a fait pas mal d'erreurs, mais bon, le match est gagné, donc c'est déjà ça. Et la meilleure joueuse du match, voilà, Christina Bauer, plus 16, donc ça veut dire que c'est assez énorme. Avec 40% d'attaque, mais comme je le répète, pour une centrale, c'est plutôt bon. Surtout dans le volley féminin. 3 blocs, dont un très important. 20 points. 20 points, elle fait autant qu'Elena Cazot. Mais on voit un plus 16, donc forcément, ça veut dire qu'elle a été excellente. Voilà, pas grand chose à dire, sinon que c'était la meilleure joueuse sur le terrain, il n'y a rien à dire. Adela Ilic, voilà, vous voyez, -1 pour une réceptionneuse attaquante. On va dire la vérité, c'est pas terrible, 30%. 4 erreurs au service, c'est beaucoup. Et Liliana Rankovic qui fait un match décent avec un plus 2, 9 points. Un ace, une erreur au service. Un pourcentage d'attaque à 33%. Ça, c'est pas terrible. 60% en réception pour une réceptionneuse attaquante, c'est dans la norme, on va dire. Voilà. Donc je ne vais pas m'amuser à analyser les stats du Canet, vous les voyez comme moi. Angelina Nazarenko, sans surprise, la meilleure joueuse du Canet, mais enfin, on le savait. Voilà, que dire de plus sur ce match, sinon que les Canoises ont plutôt mérité leur victoire. Vous voyez, bon, ils ont bien été aidés par le plus 16 de Christina Bauer, et vous voyez en face le -4 de la Bulgare Gergana Dimitrova, qui fait un -4, ça coûte cher à son équipe au final, faut être honnête. Voilà, même si c'est une très bonne joueuse, là elle est un peu passée à côté, comme vous voyez. Les pourcentages en réception, on va comparer les deux libéraux. Vous voyez, on est à 71% du côté de Deborah Orchit, qui est pourtant pas la libéraux titulaire du Canet. Hein, je vous rappelle, c'est Amandine Giardino qui est blessée. Donc voilà, on est à 71%, quand même 46% de réception parfaite. C'est quand même nettement mieux. Et c'est voilà, c'est le point amélioré pour les Canoises, je pense, la réception. Mais c'est un problème depuis le début de saison. Hein. Tous les supporters vous le diront. Le problème de Cannes cette saison, c'est la réception. Et on sait que c'est hyper important. Et bon, ça n'a pas été terrible. Qu'est-ce que je voulais dire, je vais vous montrer maintenant, si je les trouve, les résultats. On va analyser les résultats des 2 journées là, parce que je tourne la fin de cette vidéo mercredi et la journée d'hier. Donc je vais analyser les résultats des 2 journées pour vous. Donc la journée 24, vous voyez évidemment s'afficher en même temps que moi. Mougin qui est allé gagner à Marc-en-Barœul 3-2, 16-14 au tie-break. Je connais pas vraiment ces deux équipes, j'ai joué Marc-en-Barœul l'année dernière en élite, mais ils se sont bien renforcés, donc je peux pas trop juger. Belle victoire cependant pour Mougin qui assure déficit son maintien. Nantes qui allait prendre une victoire précieuse sur le terrain de Saint-Raphaël 3-2. 16-14 également au tie-break. Ex-Venel qui a lâché un set contre France Avenir 2024, c'est assez surprenant. Ça pose quand même 3-1. Béziers qui s'impose à Chamalières 3-0 sans trop de problèmes. Mulhouse qui écrase, il faut bien le dire, le Stade Français 3-0, aucun problème. Quimper qui obtient une victoire importante, même si on verra tout à l'heure que ça risque de ne pas suffire pour se sauver. Devant Vendœuvre-Nancy qui est quand même en grande difficulté depuis quelques matchs. Quimper qui s'impose 3-1 avec un différentiel de 13 points assez énorme. Donc voilà, c'est voilà, une petite surprise on va dire. Et Cannes qui a battu le Canet, je vous l'ai dit. A noter qu'il y avait 2 matchs le samedi, Mulhouse et Cannes qui jouaient le samedi, alors que les autres jouaient le vendredi. Voilà, donc dans cette journée, quelques surprises. Et finalement, on a eu la journée 25 hier soir.
Tous les matchs démarraient à 20 h, vous le voyez. Le Canet qui a battu Quimper mais qui a lâché un set. C'est assez surprenant. 3-1. Victoire importante de Paris Saint-Cloud qui lui permet de conserver sa 8ème place pour l'instant. On va voir que lors de la dernière journée, il y a un match très important. Ils battent Exvenel 15-10 au tie-break après avoir perdu les 2 premières manches, donc mentalement c'est important. Saint-Raphaël qui n'a pas vraiment résisté à la SPTT Mulhouse qui s'incline 3-0. Marc-en-Barœul qui s'impose à France Avenir 2024 3-0, c'est plutôt logique. Béziers qui s'impose à Mougins, c'est plutôt logique. Et l'affiche de la soirée, elle était à Nantes, où nos Canoises se déplaçaient à Nantes et ont écrasé les Nantaises 3-0, 25-13, 25-18, 25-19. J'avais fini les résultats, je vous montrer la feuille de stats rapidement, même si je ne vais pas l'analyser. Voilà, et victoire importante de Chamalières à Vendœuvre-Nancy 3-2, 15-12 au tie-break. Donc voilà, on va voir le programme de la prochaine journée. Béziers reçoit Nantes. Béziers doit gagner pour conserver sa 6ème place et éviter Cannes en quart de finale de play-off. C'est-à-dire c'est Saint-Raphaël qui a un match plutôt abordable contre Vendœuvre-Nancy qui est un peu en perdition, qui est sauvé, donc qui joue un peu en roue libre. Donc voilà. Donc pour éviter Cannes, Béziers devra jouer, et Nantes part quand même légèrement favori, même si c'est à Béziers. Cannes qui reçoit Mougins pour un derby pour le plaisir, hein. Je ne serai pas à ce match parce que comme vous le savez, il y a le tournoi d'élite futsal qui joue en même temps, donc je n'y serai pas. Chamalières qui est pratiquement sauvé à moins d'un miracle, qui pourra se faire plaisir contre le Canet. Voilà, mais le Canet pas largement favori. Le match important, c'est Marc-en-Barœul Saint-Cloud-Paris, à Saint-Exupéry à Marc-en-Barœul. Si Marc-en-Barœul l'emporte, ils sortent des playoffs Paris et ils affrontent Mulhouse en playoff. Quimper qui a une petite chance, mais il faudrait qu'il gagne, je crois. J'ai fait calculer, il faudrait qu'il laisse une vingtaine de points à France Avenir 2024, ce qui paraît assez improbable pour se sauver, en admettant que Chamalières perde largement contre le Canet, ce qui n'est pas fait non plus. Saint-Raphaël qui a une chance de récupérer sa 6ème place contre Vendœuvre-Nancy qui ne joue plus rien. Et un match intéressant entre Exvenel et Mulhouse, où il n'y a pas trop d'enjeux. Voilà. On va tout de suite passer au classement. Et je finirai par analyser la feuille de stats de Nantes-Cannes. Donc Mulhouse est assuré d'être premier, on le savait depuis longtemps, 71 points. Cannes est assuré d'être deuxième. Le Canet est assuré d'être troisième et Nantes assuré d'être quatrième, ça ne bougera plus. Béziers qui en battant Nantes peut passer devant Exvenel en admettant qu'Exvenel perdre contre Mulhouse, qui est tout à fait, qui est probable, hein, si la logique est respectée. Saint-Raphaël qui a également le moyen de récupérer la 6ème place, ok, c'est hyper serré en fait, hein. Si Béziers a beaucoup à perdre dans cette journée, si voilà, Saint-Raphaël qui est assuré d'être 7ème, duel entre Saint-Cloud et Marc-en-Barœul avec obligation de gagner pour Marc-en-Barœul pour finir en play-off. Mougins, Vendœuvre est sauvé, petit duel entre Vendœuvre-Nancy et Chamalières. Entre Chamalières et Quimper-Volée, mais Quimper est quand même en ballottage très défavorable. Et France Avenir 2024 est relégué en élite depuis très très longtemps. Donc on va finir cette vidéo par l'analyse de la feuille de match de Nantes-Cannes. Donc vous voyez les Canoises, encore un joli plus 14 pour Christina Bauer, un joli plus 10 pour Adela Hitch qui a fait un très bon match, un beau plus 4 pour Elena Cazot, un superbe plus 8 pour Myriam Kloster, la capitaine, et un Luna Carocci qui a été bien meilleur en réception, et face à une équipe qui est quand même beaucoup moins forte que le Canet. On voit que contre les équipes moins fortes, Luna Carocci vraiment montre son meilleur niveau, mais a plus de mal
contre les grosses équipes. Donc voilà, Samara Rodriguez, Birgard Madsen, j'ai oublié son prénom, désolé, et Katharina Holzer n'ont pas joué, Agnieszka Palach non plus, Tanja Grbić qui joue pas non plus. Alors je ne sais pas si elle a un lien de parenté avec le coach de la Serbie. Faudrait que je me renseigne, peut-être. Il va dire que je ne sais pas. Vous voyez les stats nantais qui sont catastrophiques. Je suis désolé, mais on est à plus 12 contre plus 43. Côté canois, ça vous montre toute la différence entre les deux équipes. La réception... Pourtant la réception nantaise a plutôt bien tenu, hein, vous voyez. À part Anna Coutura, qui a 50%, mais pour une... je sais pas ce qu'elle joue comme poste d'ailleurs. C'est intéressant de savoir. Mais elle joue essentiellement réception. Voilà. Honnêtement, le reste, voilà. Odette Ndoye, qui est l'arme offensive de Nantes, a quand même pas fait le match de sa vie, seulement 4 points, c'est pas terrible. Albrecht, j'ai oublié son prénom. C'était la meilleure en termes. Non, c'est Lucille Giquel, évidemment. Lucille Giquel, l'arme offensive numéro 1 des Nantaises, l'ancienne canoise, qui fait quand même 10 points, mais seulement un plus 5, comparé à Adela Ilic qui fait plus 10, la réceptionneuse attaquante adverse. Vous comprenez la différence. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez bien ce que j'explique là, hein, c'est un peu technique. Mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Je veux remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.